Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Nicolas Chabanne, le fondateur de C'est qui le patron. Il vient de revaloriser la rémunération des producteurs de lait pour tenir compte de l'inflation. Un choix validé par 95% des consommateurs sociétaires de la marque. Le débat de l'émission, il portera sur la décarbonation de l'industrie avec le partenariat entre le pôle de compétitivité Next Move et la société coopérative Acom. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va parler de Supervan et de sa flotte de véhicules électriques et biogaz. Consommation, décarbonation, mobilité, trois grands secteurs. 30 minutes pour les explorer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Chabanne, le fondateur de C'est qui le patron, marque créée en 2015, première brique de lait produite en novembre 2016. Bonjour, vous êtes avec nous au téléphone. Depuis, le succès ne se dément pas. Est-ce que c'est toujours la brique de lait la plus vendue en France, tiens ? Oui, c'est une bonne surprise collective et pour tout le monde, notamment pour les producteurs. On a appris ça il y a quelques mois et là, ça s'est même renforcé. Pour vous donner une petite idée, ça se calcule évidemment sur le volume des ventes, le chiffre d'affaires, mais aussi sur les unités vendues. Et là, Nielsen, qui mesure tout ça, nous a dit que c'était assez étonnant, mais c'était un peu sur tous les critères qu'elle était première. Et au-delà des chiffres, c'est quand même incroyable qu'une brique créée par nous, les consommateurs, pour aider les producteurs, se hisse devant toutes les grandes marques. C'est encore une fois beaucoup d'espoir côté producteur. Alors peut-être qu'il faut rappeler quand même si vous êtes déjà venu dans l'émission et que voilà, votre marque elle est de plus en plus connue du grand public, mais le principe, le fonctionnement de C'est qui le patron ? Alors c'est une marque et il faut l'avoir à l'esprit quand on en parle à tous les niveaux de consommateurs. Alors je m'explique, la patronne c'est une coopérative et elle est créée à partir de votes collectifs. On n'avait pas les moyens d'avoir ni d'agence, ni de panel, On l'a fait un peu, moi je dirais en direct, connecté à notre bienveillance et à notre bon sens collectif. On a créé les cahiers des charges en ligne, on a voté sur des questions très simples. Est-ce qu'on veut du lait français ? À chaque fois qu'on avait une réponse qui s'inscrivait, on voyait aussi le prix évoluer. Pour avoir du lait français, c'est 1 centime de plus. Pour avoir un lait qui rémunère au juste prix les producteurs, pour qu'ils vivent de leur métier, c'est 8 centimes de plus. Et vous avez donc le prix qui s'affiche et monte au fur et à mesure de vos choix. Ça vous permet de dire à ce prix-là, avec toutes ces valeurs, je suis prêt à acheter. C'est comme ça que, on le pense, la brique est devenue numéro 1 des ventes. 15 millions de consommateurs achètent. Et c'est plus que des consommateurs, on est tous consommateurs. On est 13 000 sociétaires, c'est-à-dire qu'on est rassemblés dans la coopérative. Ça, c'est les plus actifs, les ambassadeurs. Mais il y a 15 millions de gens qui vont dans les magasins, on le sait, qui disent aux directeurs de magasins « Mettez cette brique en avant, on la connaît, on sait que l'argent va aux producteurs. On sait qu'en fin d'année, s'il reste de l'argent, ça repart encore pour aider d'autres producteurs. » Cette transparence-là, dans un moment un peu compliqué d'inflation où on voit tous les prix monter, je pense qu'elle est nécessaire désormais. Où va mon argent ? À quoi il sert ? Qu'est-ce que je finance comme monde à travers mes actes d'achat ? Et donc il y a eu cette décision collective, hein, on l'a bien compris, je crois que c'est 95% des consommateurs sociétaires, décision prise en novembre dernier, d'augmenter la rémunération des producteurs. De quel montant ? Et peut-être aussi comment ça place vos producteurs partenaires par rapport aux autres sur le marché ? Alors en fait, vous avez raison, c'est un moment clé de la démarche. Les producteurs, pour vous expliquer comment ça se passe, toutes les semaines, on a les producteurs en contact. C'est eux qui nous disent et personne d'autre. En ce moment, dans le contexte, l'énergie a augmenté, la nourriture animale a vu les prix s'envoler. Je ne peux pas rester à la rémunération fixée. Donc, ils nous ont demandé 9 centimes de plus. Ça veut dire, il faut le rappeler, pour eux ça change tout, et pour nous ça représente 4,50 € de plus par an, pour vous donner quand même une petite idée. 95% des votants ont dit ok, on y va. Ça veut dire que la rémunération sur un litre de lait est passée en 3 fois de 39 centimes à 54 centimes, ce qui a eu une échelle 3 fois remontée. Ça, pour les producteurs, il faut être sûr d'une chose, puisque c'est eux qui demandent ce prix, c'est le prix le plus haut en France. Il n'y en a pas de plus haut. Mais au-delà de ce côté plus haut, plus bas, ça attire tout le marché vers le haut.
on a remarqué que comme la brique des consommateurs solidaires des producteurs paye le mieux les producteurs et qu'elle est la plus vendue, forcément, ça donne des arguments aux autres producteurs des autres laiteries pour dire, écoutez, ne me dites pas que c'est trop compliqué de nous payer normalement pour notre métier. La brique qui paye le mieux est première. Donc vous voyez, il y a un effet comme ça qui a permis de tout tirer vers le haut et on est très fiers de suivre cette logique-là. Après, la deuxième question, c'était est-ce que nous, consommateurs, on est prêts donc au-delà de valider par un 95% de oui, est-ce qu'on va acheter? Et là, la très très bonne surprise, mais complètement inattendue pour nous, c'est les chiffres que nous a donnés de la laiterie, où depuis 30 jours, après cette hausse, il y a plus de 22% de ventes. Au moment où tout a tendance un peu à baisser, il y a une adhésion encore plus grande parce que, je le crois, quand tu es sûr que ton argent va au bon endroit, tu achètes le produit. Bon, voilà, donc on oublie malgré le contexte général d'inflation qui frappe tous les consommateurs français, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez. Oui, ce qui est assez incroyable, c'est ça, mais encore une fois, on est spectateur de ça parce qu'on n'a pas de grande stratégie on le fait un peu émotionnellement avec les producteurs et au fur et à mesure de leurs besoins. Mais peut-être que la morale de l'histoire, même si on n'oublie pas quand même beaucoup de familles qui ne peuvent pas mettre un centime de plus, ça, il faut jamais oublier ça. Mais on est quand même un certain nombre à pouvoir mettre ces 4 euros de plus par an, ces 8 euros de plus par an. Quand tu sais vraiment, et c'est ce qu'on a fait, que le producteur a les centimes, que ça change sa vie, qu'il retrouve le sourire, il peut travailler normalement, mais que tu sais aussi que la laiterie, elle va pas fermer parce que elle a vu sa facture d'électricité, c'est ce qu'ils nous ont dit au niveau de la laiterie, passer de 5 millions à 25 millions d'euros par an. Et là, ça va être 45 millions d'euros par an. Bizarrement. Heureusement, mais merveilleusement, quand nous, consommateurs, on est sûr qu'un prix est un juste prix et qu'il n'y a pas de centimes qui se perdent en chemin, je crois qu'on a une capacité quand même à acheter ces produits prioritairement. C'est comme ça que vous avez peut-être vu sur la nouvelle brique, il y a eu quelques infos là-dessus, apparaître un cadre rouge autour du code barre. On a dit à tout le monde, ne nous laissez pas à nous cette, entre guillemets, exclusivité de le faire. On a dit aux fabricants, faites pareil. Tracez chaque centime, rassurez-nous, dites-nous que les producteurs gagnent leur vie, dites-nous pourquoi il faut qu'on paye plus cher. Et mon Dieu, regardez, la brique de lait, c'est que le patron, c'est la plus vendue de France, mais les beurres bio aussi sont les plus vendus de France. Donc c'est un peu un contre-champ, c'est un peu un contre-éclairage, mais qui dit aussi des choses utiles à notre avis. La semaine dernière, vous étiez, Nicolas Chabanne, au Salon de l'Agriculture pour la première fois avec un stand C'est qui le patron, semaine qui a été marquée par ces négociations entre les entreprises agroalimentaires et la grande distribution, bras de fer tendus, chacun se renvoyant la responsabilité de la hausse des prix. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire. Est-ce que ce système-là, est-ce que vous pensez que c'est un système qui ne fonctionne plus, qui fonctionne au détriment des agriculteurs? Comment vous le percevez, ça ? De vous à moi, ce système des négociations commerciales, il ne peut pas, malgré peut-être toute la volonté de tout le monde, fonctionner. Pourquoi ? Parce que on a relevé, nous, ce qui peut être une amélioration. Bon, après, ça ne nous appartient plus, mais on l'a dit clairement même lorsqu'on était à l'Élysée dans un rendez-vous. Vous négociez entre industriels et distributeurs, au nom des consommateurs, on est d'accord, puisque c'est quand même le principe. Pourquoi vous ne nous mettez pas dans ces réunions ? Pourquoi vous ne nous mettez pas en face de la raison de l'un et de la raison de l'autre ? On est quand même capable de comprendre, on l'a montré avec cette démarche. Il faut qu'on soit, nous, arbitres, puisqu'à la fin, c'est nous qui achèterons le produit. Pourquoi on ne remet pas l'élément essentiel qui est absent de ces rendez-vous commerciaux depuis des années, les consommateurs, au cœur de l'histoire ? Et d'ailleurs, on a même, il y a eu une proposition de loi qui a été faite par un sénateur, Jean-Baptiste Blanc, qui nous a appelé en disant mais pourquoi on n'essaye pas d'aller dans cette direction ? Et on lui a dit ok, banco. Nous consommateurs, on n'a qu'une envie, c'est que ces guerres intestines, qui d'ailleurs impactent beaucoup les producteurs, s'arrêtent, et que nous consommateurs, on puisse aussi être dans cette histoire. Donc voilà, les négos commerciales, c'est qui le patron ? Il y a vos confrères de France 2 qui l'avaient montré dans un reportage. C'est un peu différent. On arrive avec un grand sourire dans le bureau de Carrefour, c'était le reportage qu'il montrait, donc l'acheteur de Carrefour. Il y a un prix qu'on a voté sur le produit, qui est un prix conseillé, bien sûr, il n'est pas obligatoire. Et puis dans ce prix, il y a
une marge, je dirais, équilibrée pour tout le monde. Donc il n'y a pas de négo. L'acheteur final dit qu'à ce prix-là, il est prêt à acheter. La grande question, c'était est-ce que ça va être une réalité? Vous avez donné la réponse au début. C'est la brique de lait la plus vendue de France. Il y a un autre chemin que les empiriques constatations qu'on peut faire depuis 40 ans, notre bon sens collectif et notre bienveillance, je crois que c'est un élément à remettre au cœur de tout ça. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Chaban. Bon vent à C'est qui le patron? On passe à notre débat tout de suite dans ce Smart Impact. On parle de décarbonation industrielle. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Marc Charlet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du pôle compétitivité Next Move. À vos côtés, Jacques Deher, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le président d'Acom. On va commencer en présentant vos entreprises, organisations respectives. C'est quoi Next Move ? Alors Next Move, c'est un pôle de compétitivité. Oui. C'est le pôle de la compétitivité de la filière automobile et mobilité, implanté sur ce qu'on a appelé la Mobility Valley. C'est un territoire d'excellence entre la Normandie et l'Île-de-France qui représente aujourd'hui 25% de l'activité automobile et mobilité de la filière en France. Et c'est sur ce territoire que sont inventées, expérimentées, développées et industrialisées les solutions de mobilité d'aujourd'hui et de demain. Donc ça veut dire que vous fédérez, pardon de vous interrompre, les acteurs de la filière auto avec le soutien des régions. C'est quoi exactement un peu le modèle ? Sur ce territoire, on fédère 550 membres. D'accord. Ça va des grands groupes industriels, constructeurs équipementiers, en passant par les labos, les start-up, les PME. Et notre mission, c'est en effet de les accompagner. Les accompagner pour renforcer leur compétitivité, mais surtout les accompagner pour faire face aux transitions, les grosses transitions aujourd'hui de la filière. Et pour cela, on est soutenu en effet par la région Normandie, la région Île-de-France et l'État. Jacques Deher, présentez-nous Acom. Acom, une belle ETI industrielle française spécialisée dans la fabrication de fils et câbles pour deux grands domaines d'activité, les télécoms d'un côté et l'automobile. Avec un statut de SCOP, Société Coopérative de Production. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais j'aime bien faire de la pédagogie, vous nous rappelez de quoi il s'agit, l'engagement sociétal qu'il y a derrière en quelque sorte. Absolument, une société coopérative, c'est une SCOP, c'est une société coopérative de salariés. C'est les salariés qui sont propriétaires, actionnaires de l'entreprise. Voilà. Après, nous sommes une société anonyme aussi, on est un groupe industriel international. On a 60% de notre activité à travers le monde, hors de France. Et puis, on a un pôle industriel très important en Normandie avec un site multi-usine dans le Sud-Manche. Alors, en quoi consiste votre partenariat ? Expliquez-moi ce que vous cherchiez avec Acom. Alors nous, chez Acom, en rejoignant le pôle de compétitivité Next Move, on a voulu s'engager dans un mouvement important de dynamique de la démarche de mobilité et autour de notre secteur de prédilection qui est le secteur automobile. Donc chez Acom, on fabrique les fils et câbles qui sont le constituant de base d'un faisceau électrique de voiture. Un faisceau électrique d'une voiture, ça pèse entre 5 et 10% du poids du véhicule. Il y a en moyenne 3 km de câbles dans une voiture. Demain, il y en aura un peu plus de 4 km. Voilà. Et puis, l'enjeu qui nous préoccupe le plus maintenant, c'est cette transformation de l'industrie pour aller vers la décarbonation et cette prise en compte des problématiques environnementales. Alors, effectivement, Marc Charlet, ces enjeux de décarbonation industrielle, il y a plusieurs leviers d'action. On peut peut-être les détailler un petit peu ? Tout à fait. Aujourd'hui, la filière automobile et mobilité est totalement engagée vers la décarbonation. Et ça fait partie de notre nouvelle stratégie, nous, chez Next Move, de les accompagner dans cette transition. Et quand on parle de décarbonation, c'est une approche systémique, une approche d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte tout le cycle de vie. Donc on agit bien sûr sur le produit, donc le véhicule. Donc le véhicule électrique, par définition, c'est un véhicule qui va émettre moins de CO2. Donc on agit sur toutes les composants du véhicule électrique. Mais il faut aussi agir sur les usages. Et c'est là où on accompagne aussi les nouvelles solutions de mobilité, de partage, de plus d'inclusivité, de multimodalité. Et il faut également agir sur les process, c'est-à-dire sur l'industrie, puisque quand on parle de cycle de vie complet, la fabrication, mais aussi la déconstruction,
sont des phases où fortement émettrices de gaz à effet de serre, de CO2, et on agit aussi avec nos membres sur ces leviers. Si on peut prendre un exemple, il y a l'exemple d'un site industriel, je crois que c'est à Mortain, c'est ça, Jacques Deher. Alors présentez-nous le site peut-être pour commencer, puis ensuite on va rentrer un peu dans le détail de ce que vous avez voulu y faire justement. C'est un très gros site industriel, ce site de Mortain, il emploie environ 1000 personnes à travers 5 usines différentes. On y a fabriqué toute la fibre optique qui a équipé le territoire français et fait de la France l'un des réseaux télécoms les plus performants du monde. Ouais. Et puis, on y fabrique aussi des produits pour l'automobile depuis environ 70 ans. Voilà, on est, de par notre statut, extrêmement engagé, responsable, préoccupé par l'avenir. C'est un site qui a eu le premier prix de l'environnement en 1996, remis par Corinne Lepage. Plutôt pionnier, oui, effectivement. Donc plutôt pionnier. Oui. Mais il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à améliorer sur un site comme celui-là. Il y a énormément de choses à faire. Oui. Marc le soulignait, 2 axes très importants pour nous, c'est à la fois le produit et le process. Oui. Donc sur le produit, j'y reviendrai, on invente tout ce qui va bien pour justement s'inscrire dans cette démarche. Sur le process, c'est aussi la logique d'économie circulaire. Un câble, finalement assez simple, c'est à la fois un conducteur et un isolant. Oui. Le conducteur, comme l'isolant, est-ce qu'on peut favoriser, encourager, stimuler la circularité des produits, travailler sur des produits recyclés, reprendre nos déchets de cuivre et puis les réinjecter pour refabriquer des conducteurs, travailler aujourd'hui sur la fabrication de gaines extérieures des câbles à partir de bouteilles plastiques recyclées, voyez-vous. Ouais. La même chose sur les emballages, les conditionnements, les bobines, etc. Donc ça, c'est sur les process. Ouais. Et sur les produits ? Et sur les produits, il faut inventer des produits qui apportent une vraie valeur ajoutée dans cette démarche de décarbonation. Aujourd'hui, on joue chez nous sur le conducteur pour faire en sorte de mettre au point des produits pour lesquels vous arrivez à augmenter l'intensité de courant. Ouais. Donc, vous augmentez la puissance de charge sans alourdir le câble. Là, le constructeur, il voit un réel intérêt. Économie de poids, environ 10-15%. Et puis, vous travaillez aussi sur l'isolant, vous résistez à des plus hautes températures, et à ce moment-là, vous pouvez réduire les diamètres. Et là, si vous arrivez à réduire le poids d'un faisceau de véhicule de l'ordre de 10 à 15%, c'est très important. Un faisceau, ça pèse déjà environ 10% du poids du véhicule, ça a un impact très positif. Et donc là, vous nous parlez d'innovation, elles sont en cours, c'est des brevets que vous avez déjà déposés, que vous allez déposer, on est dans Alors nous, à quelle étape pour quelque On travaille aussi sur la chimie des matériaux, on a mis des produits au point qui sont retenus. Maintenant, on va dire, une grande partie des nouvelles plateformes de véhicules qui seront mis sur le marché à horizon fin de 2023 et une forte accélération à partir de 2025 vont retenir des produits d'Acom qui seront des produits qui seront recyclables, qui seront moins coûteux et qui seront moins lourds, moins pondéreux, donc plus faciles à mettre en œuvre et qui vont contribuer à l'allègement du véhicule. Marc Charlet, votre accompagnement, quel est votre rôle dans une démarche comme celle-là ? Alors, le pôle de compétitivité a accompagné Acom sur 2 de ses leviers. Le premier, c'est un projet d'innovation, justement, pour ces câbles pour véhicules électriques. Donc, on a accompagné Acom dans la construction, le montage du projet et puis la recherche de financement pour ce projet, notamment dans le cadre de dispositifs publics de financement. Comme France 2030, par exemple. 2030, là, c'était dans le cadre du plan France Relance. C'était France Relance, voilà. D'accord. Et sur la partie process, nous accompagnons aussi, on a une expertise au sein du pôle qui accompagne Acom dans sa réflexion justement sur le process. Et puis, c'est aussi l'effet de l'écosystème, du collaboratif, où on a proposé à Acom d'interagir avec un membre important du pôle qui est Renault, qui Renault à Flins est en train de transformer totalement l'usine de Flins vers l'économie circulaire. Et donc, on a mis en relation Acom et Flins pour partager ensemble cette vision de l'économie circulaire. Ouais. Ce sont des clients que vous aviez déjà ? Alors nous, à Acom, on travaille à peu près avec tous les grands constructeurs. C'est ce que j'imaginais. Y compris en Asie. Oui, je pars en Chine demain et on travaille avec les grands constructeurs chinois aussi. C'est pas de la délocalisation, en fait, c'est d'accompagner le marché là où il se trouve. Ouais. Donc on joue ce rôle-là et quand on rejoint le pôle de compétitivité Nextmove, évidemment, c'est un écosystème qui se développe. C'est du partage de compétences, une dynamique positive qui va de l'avant. Le fait qu'il y ait ce coup d'accélérateur donné par l'État, et puis les régions aussi, on y reviendra. Vous qui êtes présent sur ce marché et dans cette démarche depuis longtemps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change en termes d'accélération, de passage à l'échelle peut-être ? Alors,
Est-ce qu'il y a des projets qui se montent et qui ne se seraient pas montés sans ces plans France Relance ou France 2030 ? En fait, c'est un véritable écosystème qui se développe, c'est une véritable dynamique avec une logique de partage et un peu l'union fait la force, c'est-à-dire qu'on échange, on travaille en commun. Quand on travaille sur la recherche, par exemple, en amont, c'est important d'avoir nos chercheurs en chimie des matériaux qui puissent échanger avec d'autres industriels du secteur, de la vallée de la Seine en Normandie, qui est un secteur extrêmement dynamique autour de cette industrie, pour aller partager des expériences, pour innover, pour faire des essais aussi extrêmement concrets et utiliser les équipements de tel ou tel autre industriel ou centre de recherche. Vous êtes en train de me dire on n'a pas eu besoin forcément de l'État avant ? Oui, mais quand vous avez l'État qui dit allez-y, montez vos projets, et si vous avez de l'investissement, je peux même vous aider et vous accompagner, c'est aussi très concret. Oui, bien sûr. Et les régions, il y a une part d'accompagnement financier des régions également dans des projets comme celui-là ? Les régions accompagnent aussi financièrement. Il faut savoir qu'il y a 5 leviers pour relever ces défis, et ces 5 leviers, ils auront lieu au sein des territoires. Et les régions ont un rôle majeur. C'est le levier de l'innovation, c'est le levier de l'industrialisation, du financement de ces projets d'innovation et d'industrialisation aussi. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. C'est le levier des compétences, c'est-à-dire qu'il faut former aujourd'hui les compétences pour répondre à ces mutations. Ça se passe aussi au cœur des régions. Et enfin, le 5e levier, c'est le collaboratif. On relèvera ces défis qu'en travaillant ensemble en mode collaboratif. C'est la raison d'être de NextMove, c'est la raison d'être de ce développement. Et quand on parle de région, il y a aussi cette logique circulaire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des solutions où les acteurs sont les plus proches les uns des autres. C'est pas toujours possible, mais ça fait partie aussi de votre démarche ? Ça fait totalement partie de la démarche, c'est-à-dire de pouvoir fédérer, collaborer sur un territoire, sur un périmètre, pour pouvoir agir ensemble. Vous nous le disiez, Jacques Vert, vous êtes une entreprise mondiale avec des clients partout sur la planète, mais à quel point vous réussissez à privilégier justement des projets qui sont des projets régionaux, à la dimension d'un territoire ? Alors, la région Normandie est très dynamique et très pro-business. Et il se trouve que dans cette région Normandie, l'industrie automobile, il y a une place de choix. Et d'ailleurs, c'est probablement l'une des régions françaises les plus dynamiques et les plus importantes pour l'industrie automobile en France. De faire partie de cet écosystème et de pouvoir, comme nous l'étions la semaine dernière, visiter la démarche d'économie circulaire qui est en train de transformer le site industriel de Flins, de travailler avec Cléon, de travailler avec des usines à Caen sur Renault Trucks, de travailler sur... Voilà, ça c'est un véritable écosystème et c'est une vraie dynamique. C'est très important et la plupart de ces entreprises sont aussi des entreprises internationales. Et puis on y voit aussi des pôles de start-up qui s'implantent, qui se développent, qui créent aussi et qui contribuent à l'écosystème. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos entreprises et organisations. Autre thème tout de suite dans l'émission Start-up éco-responsable, on va parler de Supervan. On reste dans la mobilité, vous allez voir. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Guillaume Fournier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Supervan, créé en 2016. C'était quoi le projet, l'idée de départ ? Oui, Supervan, c'est le spécialiste de la livraison des produits lourds et volumineux. Concrètement, on opère des livraisons pour des enseignes comme Ikea, Leroy Merlin, Point P, donc vraiment du lourd et volumineux sur le dernier kilomètre, donc en zone urbaine, à l'aide de véhicules légers et de poids lourds. Et l'idée de base, c'était d'offrir un système simple, digital, pour passer commande et passer ses ordres de transport. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 400 chauffeurs partenaires. Ouais. Il y a eu une levée de fonds, et c'est toujours une étape importante, en octobre 2020, 3 millions d'euros. Ça vous a permis de pousser la stratégie. Quelle a été la logique liée à cette levée de fonds ? Chaque levée de fonds a pour objectif d'accélérer. On gagne du temps à ce moment-là, donc on structure l'équipe. Et en fait, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner des années. Et donc c'était l'objectif, c'était pour nous d'accélérer, de structurer la société et puis d'investir dans les hommes, dans le développement technique, parce qu'on est une société digitale avant tout. On est une équipe d'une 30aine de personnes aujourd'hui. Mais comme je vous le disais, on effectue à l'aide de nos transporteurs partenaires on effectue une livraison toutes les 90 secondes aujourd'hui. Une livraison toutes les 90 secondes et une nouvelle flotte d'utilitaires que vous lancez, un service appelé Fleet. Exactement. C'est ça ? Alors c'est quoi ? C'est la première offre à destination de nos chauffeurs partenaires, donc qui sont des sociétés de transport. Et en fait,
fait, donc on avait habituellement plutôt des offres qui étaient tournées vers nos clients, mais là, on a pour objectif d'accélérer le verdissement de leur flotte. Et donc, on a lancé cette offre-là parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de disponibilité sur le marché, sur des véhicules de nouvelle génération. Hein. On prend plusieurs centaines de kilos dans chaque camion, donc du coup, on ne peut pas utiliser tout à fait les anciennes générations d'électriques. Et là, cette nouvelle génération de véhicules électriques, on a décidé de les mettre à disposition de nos chauffeurs. Donc, on leur loue de la courte durée ou de la moyenne durée ces véhicules-là. Et en fait, eux, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui, comme ces véhicules coûtent en moyenne 70 000 euros, d'aller louer ces véhicules sur de la longue durée. Et donc, en fait, on leur offre cette possibilité de louer ces véhicules-là et peut-être de leur donner goût à l'électrique. Ouais. Donc il y a de l'électrique d'un côté, du biogaz de l'autre, c'est ça? Il y a les deux sources d'énergie? Exactement, comme je vous le disais, donc nous on travaille à l'aide de véhicules légers, donc là effectivement on a investi sur des véhicules électriques, et on travaille aussi avec des poids lourds, donc des 26 tonnes, des bras de grue qui livrent des matériaux sur des chantiers. Et Bon, donc là, les batteries électriques, c'est pas adapté, possible, on est bien d'accord. Donc là on a des véhicules biogaz, et donc la particularité de ce biogaz, c'est que c'est pas une énergie fossile, c'est que le biogaz est sourcé auprès des ordures ménagères, des ordures organiques en fait, et donc ça va être un circuit court qui va alimenter ces camions-là. C'était une demande de vos clients? Oui, c'était une demande de nos clients, et puis bien évidemment c'est aussi pour être en conformité avec les ZFE aujourd'hui. Donc les zones à faible émission, que beaucoup de grandes villes françaises sont en train ou vont mettre en place? Oui, ils sont en train ou vont mettre en place, et j'espère que le calendrier va être retenu pour le coup, parce qu'on parle quand même de 40 000 morts chaque année. C'est une question de santé publique, c'est pas une question d'écologie les ZFE, c'est une question de santé publique. 40 000 morts chaque année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente l'équivalent d'un séisme en Turquie ou en Syrie. Donc en fait, chaque année, il y a autant de personnes qui meurent en France à cause de la pollution. Mais c'est une vraie question que vous posez, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de communes qui sont en train de décaler le calendrier d'entrée en service des ZFE. Alors qu'il y a des citadins qui meurent de ça chaque année. Donc du coup, nous, on est transporteurs. On pourrait dire, ah ben non, on est content que le calendrier soit apporté. Non, en fait, parce que paradoxalement, c'est ceux qui n'ont pas investi sur le secteur qui sont les grands gagnants au final, parce qu'ils ont la possibilité de continuer à opérer avec des véhicules qui sont très nocifs pour les citadins. Vous êtes un acteur de la transition énergétique, de fait. Est-ce que c'est une préoccupation ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que vous existez, qui existait peu dans ce secteur quand vous avez créé Supervan, et finalement vous voyez des concurrents apparaître, des bonnes pratiques se multiplier. Comment vous pouvez nous dresser l'évolution en 6-7 ans? Je pense qu'il y a le digital qui a fait beaucoup de choses, et il y a des sociétés comme Supervan qui ont pu opérer. Aujourd'hui, on opère avec des grands acteurs. Parce qu'on est capable d'agréger des sociétés de transport en fait, qui travaillent avec nous. Avant, ces sociétés de transport, elles ont 1 ou 2 ou 3 véhicules maximum. Elles ne pouvaient pas répondre à des demandes comme Ikea, comme Leroy Merlin, comme Point P, comme Kiloutou. Et en fait, nous, en tant qu'acteurs du digital, on a pu agréger cette force et travailler avec eux, avec ces sociétés de transport, pour répondre tout simplement aux gros acteurs. Donc ça, c'était une première évolution. Donc on est capable de répondre aux gros acteurs. Il n'y a pas que les gros acteurs du secteur historique qui ont la possibilité de travailler avec eux. Et puis je pense que la prochaine étape, c'est effectivement pour nous d'être capable de les accompagner à verdir leur flotte. Et donc c'est pour ça qu'on prend cette casquette. Et je serais très content de dire que peut-être que dans 3 ou 4 ans, Fleet n'existera plus parce que le marché sera suffisamment mature pour que nos chauffeurs partenaires puissent bénéficier et prendre leurs propres véhicules par leurs propres moyens. Merci beaucoup Guillaume Fournier, bon vent à Supervan et à cette offre Fleet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Louise Perrin, programmation et production avec Marie Billard, au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Salut.